Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la vaccination. Certains micro-organismes, comme des virus ou des bactéries, provoquent des maladies fulgurantes dans lesquelles le développement de la maladie est bien plus rapide que la défense de l'organisme. C'est notamment le cas de la poliomyélite, également de la rougeole, du tétanos ou encore de la grippe. Il est donc possible, voire dans certains cas vital, d'anticiper l'infection par ce qu'on appelle la vaccination, et c'est ce que nous allons voir à présent. Pour bien comprendre la vaccination, nous allons commencer par un peu d'histoire. La variole est une maladie qui a foudroyé des millions de personnes pendant des millénaires. Le tiers des personnes contaminées en mouraient. Aveugles ou couverts de terribles cicatrices, les survivants en gardent des traces toute leur vie. La reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, n'a pas plus été épargnée que Mozart ou encore Staline. Cette maladie se transmet par voie aérienne, entraînant rapidement rougeur et pustules sur la totalité du corps. Il existe de nombreuses variétés de variole qui n'existent pas seulement chez l'homme. La seule consolation est que celui qui y survit est alors immunisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus l'attraper. Face à ce constat, la médecine chinoise antique essaye de donner la variole à des enfants, mais avec de faibles doses, dans le but de les immuniser. Mais face à une telle maladie, la médecine occidentale, elle, est restée impuissante jusqu'au début du XVIIIe siècle. Les progrès décisifs n'interviendront que plus tard grâce à une femme, Mary Wortley Montagu, épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople. Elle découvre que les Turcs protègent leurs enfants de la variole avec une technique assez étrange qu'elle raconte dans une lettre. Chaque automne, au mois de septembre, quand la chaleur se fait moins accablante, un groupe de femmes âgées se charge d'effectuer l'opération à l'occasion des grands rassemblements. Elles prélèvent préalablement des échantillons de pustules sur des personnes de leur entourage atteintes de petites varioles et demandent à leurs patients de présenter leurs bras ou leurs cuisses. Elles entaillent ensuite leur chair à l'aide d'une grosse aiguille et y glissent autant de matière que possible avant de panser la blessure et de répéter l'opération 4 à 5 fois. Les jeunes patients s'amusent le reste de la journée. Après une semaine, la fièvre les saisit et les oblige à rester alités 2 jours, parfois 3. On dénombre rarement plus d'une trentaine de pustules sur leur visage et celle-ci ne les marque jamais durablement. Quelques jours plus tard, ceux-ci sont de nouveau en pleine forme. Lady Montagu, mère de 2 enfants, ne se contente pas de prendre sagement des notes. Elle fait appliquer cette technique à son fils de 8 ans en 1718, ainsi que plus tard pour sa fille lorsqu'elle est de retour en Angleterre. Elle essaye alors de vanter cette méthode en Angleterre. Le problème est que cette méthode présentait des risques qui seraient aujourd'hui jugés insupportables. Au début du XVIIIe siècle, elle provoquait en effet au moins un mort sur 50. De plus, Lady Montagu se heurte également à une société rigide, sexiste, qui voit d'un très mauvais œil le recours à des pratiques orientales dispensées à l'origine par des femmes. Malgré les nombreuses réticences, malgré tout, ce procédé est appliqué pendant plus de 70 ans sur beaucoup d'enfants, entraînant la mort d'un grand nombre d'entre eux. C'est à cette époque qu'un médecin anglais, Edward Jenner, entend parler d'un phénomène tout à fait étonnant. Dans les campagnes, les enfants qui attrapent la variole de la vache, une forme bénigne de la maladie, n'attrapent pas ensuite la variole humaine, ou en tout cas n'en développent pas les terribles symptômes. Cela lui donne l'idée d'une expérience osée. En 1796, il entaille la pustule d'une domestique, atteinte de la variole de la vache, il prélève le pus et le tartine sur les plaies qu'il a taillées dans le bras d'un enfant de 8 ans. Plus tard, il reproduit l'expérience sur l'enfant avec la variole humaine. Suspense terrible, mais l'enfant ne tombe pas malade. Il est immunisé. Plus tard, Jenner reproduit l'expérience sur son propre fils, qui lui aussi devient protégé contre la variole. Sa méthode fait alors le tour de l'Europe. Napoléon décide même d'immuniser la totalité de son armée. Le nom latin de la variole de la vache, Variola vaccina, rappelle que c'est elle qui a permis à Jenner de découvrir le tout premier vaccin. Et c'est elle aussi qui a donné naissance à un nouveau mot, la vaccination. Aujourd'hui, on définit la vaccination comme l'inoculation à un individu d'antigènes d'un agent infectieux sous une forme immunogène, c'est-à-dire qui permet le déclenchement d'une réaction immunitaire, mais non pathogène, c'est-à-dire qui ne déclenche pas la maladie. Il existe plusieurs types de vaccins. Il peut s'agir d'un agent infectieux atténué, c'est-à-dire que le virus ou la bactérie est vivante, mais elle est rendue inoffensive. On parle de vaccin vivant atténué.
Il peut également s'agir d'agents infectieux tués, c'est-à-dire que la bactérie ou le virus est injecté mais il est tué, on parle de vaccin inactivé. Il peut également s'agir d'antigènes purifiés de l'agent infectieux, c'est-à-dire des morceaux de virus ou de bactéries, et on parle de vaccins sous-unitaires. Les préparations vaccinales que nous avons vues ici, les trois, contiennent très souvent des adjuvants, comme par exemple du sel d'aluminium. Donc ce sont des molécules, des substances qui vont favoriser le déclenchement d'une réaction immunitaire inflammatoire, et cette réaction est indispensable pour entraîner par la suite une réaction efficace du corps face au vaccin. Enfin, nous avons une quatrième catégorie de vaccins que nous allons voir un petit peu plus en détail. Il s'agit des vaccins à ARN messager. Pour vous aider à mieux comprendre, on va regarder l'extrait d'une petite animation qui a été faite par le docteur Thierry Bonjour sur sa chaîne Prevent Stuff, que je vous invite à regarder si vous voulez voir cette vidéo en entier. Pour bien comprendre, voyons déjà ce qu'est un ARN messager. L'ADN est hérité de nos parents. C'est un peu comme un grand livre qui contient toutes les informations nécessaires pour fabriquer les protéines du corps, comme l'insuline, la kératine, l'hémoglobine. Le livre est conservé dans le noyau de la cellule qui pourrait s'apparenter à une bibliothèque. Problème, on ne peut pas sortir le livre de la bibliothèque, on peut seulement sortir des photocopies de ces pages. Et ces photocopies, ça correspond en fait à l'ARN messager. Ces photocopies sortent du noyau bibliothèque et vont servir d'instruction aux usines de la cellule qui vont fabriquer les protéines. Maintenant qu'on a vu ces notions, on va pouvoir revenir au vaccin ARN avec l'exemple d'un coronavirus, le SARS-CoV-2. Le coronavirus utilise une protéine à sa surface comme une sorte de clé pour entrer dans nos cellules et les infecter. Or, cette protéine du virus est la cible naturelle de notre système immunitaire. Nos anticorps produits pendant l'infection sont dirigés contre cette clé, ce qui permet de guérir et d'empêcher une nouvelle infection, au moins à court terme. Le but du vaccin est donc d'apprendre à notre système immunitaire comment reconnaître cette protéine et comment la combattre. Les trois types de vaccins que nous avons vus juste avant sont longs à produire. Donc ici, plutôt que d'injecter le virus atténué ou une partie du virus, les chercheurs ont eu l'idée de la faire fabriquer directement à nos cellules grâce à un ARN messager. L'ARN messager correspondant à la protéine que l'on souhaite est identifié, c'est la première étape. On peut ensuite en créer facilement en laboratoire, ce qui est d'ailleurs intéressant en cas de mutation du virus. Une fois injecté, cet ARN messager va venir s'introduire dans les cellules et va donner l'instruction aux usines de la cellule pour qu'elles fabriquent la clé, ou disons la protéine, du virus. Et pour rappel, l'ARN ne peut pas s'introduire dans le noyau ni être en contact avec notre ADN. Autrement dit, et de façon très simplifiée, on ne peut pas transformer une photocopie en page originale pour la recoller dans le grand livre de l'ADN. Du coup, impossible avec un vaccin ARN messager de modifier notre génome. On ne sera donc pas des organismes génétiquement modifiés à cause de ce nouveau vaccin. Maintenant que nous avons vu les 4 grands types de vaccination, revenons à l'intérêt de la vaccination. Nous avons jusque-là son bénéfice à l'échelle individuelle, mais il nous manque son effet à l'échelle plus large, à l'échelle collective. Reprenons l'exemple de la variole. En 1966, l'OMS prend la résolution d'éradiquer totalement la variole. En Europe, le vaccin est déjà obligatoire. L'effort est alors mis sur les zones les plus touchées en Afrique et en Asie. C'est un grand succès puisqu'en 1979, la variole humaine a totalement disparu. La variole de la vache est désormais le dernier témoin de cette terrible maladie. Ainsi, nous voyons que dans certains cas, l'éradication d'un pathogène est possible, à condition que l'homme en soit le seul hôte. La couverture vaccinale d'une population représente le pourcentage de la population vaccinée. On considère généralement qu'avec une couverture vaccinale de 95%, une maladie est absente de la population. Évidemment, ce chiffre dépend du type de maladie et peut être un petit peu plus bas. Ainsi, la vaccination est un véritable enjeu de santé publique. On se vaccine pour se protéger soi, mais également pour protéger les autres. Aujourd'hui, il existe une très grande diversité de vaccins, bien que certains micro-organismes mutent rapidement, modifiant leur antigène, ce qui complique la création de vaccins durables. Selon l'OMS, la vaccination sauve 2 à 3 millions de vies par an. Bien sûr, il existe des effets secondaires et le risque zéro n'existe pas. En France, il existe un débat important sur la sécurité des vaccins, leur efficacité, la vaccination des bébés, le danger des adjuvants.
les lobbies pharmaceutiques qui agiraient dans un but de profit et non de santé publique, et enfin l'obligation vaccinale nous privant de notre liberté individuelle. Nous n'allons pas ici rentrer dans le débat. Vous avez à présent ici quelques éléments pour comprendre l'origine de la vaccination, ainsi que les principes de base du vaccin, son fonctionnement, son rôle au niveau individuel et au niveau collectif. À vous à présent, si le sujet vous intéresse, de vous faire votre propre opinion en examinant chaque point susceptible de faire débat. N'oubliez pas, le plus important, gardez votre esprit critique et vérifiez toujours vos sources.